Bonjour Simon. Bonjour Pierre-Yves. Je te remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour nous faire part et partager avec nous l'acquisition par le groupe Nonnet de la société Carrière et Terrassement. Mais préalablement à cela, est-ce qu'il serait possible de te présenter ton groupe, s'il te plaît ? On a repris le groupe Carrière et Terrassement en 2021 pour principalement assurer la pérennité du secteur des réseaux enterrés. Justement, à propos de cette transaction relative à Carrière et Terrassement, peux-tu m'expliquer un peu plus en détail quelle fut ta motivation pour que ton groupe fasse l'acquisition de cette entité ? Oui, en fait, dans notre pôle d'activité réseau enterré, on avait un gros client qui était la SWDE. En réalité, la SWDE, dans le cadre de certains gros marchés, avait décidé de se rapprocher d'un autre acteur important dans les réseaux qui est Ores. Et à ce moment-là, nous n'avions pas les qualifications chez Ores et donc on risquait en fait de perdre une partie de nos marchés historiques avec la SWDE si on n'avait pas les compétences d'Ores en interne. Et donc, contrairement à nous, Carrière et Terrassement disposait de ces compétences. Et donc, le fait de réfléchir à une acquisition nous permettait d'acquérir dans le groupe ces compétences propres dans les marchés électriques et gaziers. Donc cette acquisition répondait à une véritable réponse et une vision stratégique. C'était une vision stratégique et c'était même plus important, c'était vraiment réfléchir à pérenniser cette activité du groupe. Si on n'allait pas vers cette option de développement, on risquait à un moment donné de régresser et d'handicaper ce secteur de l'entreprise. D'accord. Alors, on sait par expérience que pareille transaction, c'est long, c'est complexe. Quel conseil pourrais-tu donner, toi, à des acquéreurs qui auraient envie de passer le pas et de faire une acquisition stratégique telle que celle-là ? Je pense qu'il y a plusieurs conseils. Le premier que je donnerais, c'est un réflexe qu'on a maintenant par rapport à des réflexions comme celle-là, c'est d'abord de bien s'entourer et donc pouvoir avoir des bons conseillers, des bons spécialistes à ses côtés. Ça me paraît quelque chose d'essentiel. Au départ, moi je suis technicien, oui. Je suis pas armé pour pouvoir réfléchir à ce genre de transaction et donc j'ai naturellement besoin d'être aidé là-dedans. Bon, maintenant peut-être au niveau plus personnel, ce processus transactionnel est long également, ça génère de l'anxiété, ça peut générer de l'angoisse par moment. Comment as-tu géré cela et comment as-tu vécu cette période de négociation ? Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir donner du rythme dans l'acquisition. Oui. Parce que quelque chose qui tire en longueur, c'est quelque chose sur lequel on risque de s'essouffler à un moment. Et donc, moi, ce qui a pu à un moment donné me sembler long, c'était les longues discussions qui pouvaient y avoir dans le processus. Alors, ça prend du temps sur le quotidien, sur ton emploi du temps au quotidien. Et donc, l'importance de bien se faire épauler et de pouvoir avoir des acteurs à côté de soi qui puissent aussi travailler en continu et apporter les bonnes questions au bon moment, ça me paraît essentiel d'une part. Et puis alors, d'un point de vue complètement personnel, pour garder un bon équilibre, vie professionnelle, vie familiale aussi évidemment, et en même temps gérer cette acquisition, il faut pouvoir se réserver du temps à chaque étape du processus. D'accord. Alors, un des points les plus importants, si pas le point primordial pour que pareille opération soit un succès, c'est maintenir l'équilibre entre l'acheteur et le vendeur. Alors, comment t'y es-tu pris, toi, pour maintenir cet équilibre pendant la transaction ? Également post-transaction, puisque dans ton cas, le vendeur est resté actionnaire. Oui, donc le vendeur est resté directeur de la filiale. Totalement. Et donc, il fallait déjà qu'on puisse s'accorder sur la manière dont on allait travailler après.
La transaction en elle-même, c'était un point de départ finalement sur une longue collaboration. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est vraiment s'accorder sur les valeurs en fait. Mais par la suite, il faut vraiment établir des règles et des modes de fonctionnement clairs et qui soient cadrés dès le départ pour éviter au maximum des incompréhensions, des conflits de gestion. Quelqu'un qui a été indépendant pendant toute une vie et qui a eu des réflexes de direction, à un moment donné, devoir dépendre de quelqu'un, il y a une nécessité de bien définir la manière dont on va fonctionner pour que ça fonctionne bien. D'accord, je te remercie. Tu l'as dit préalablement, se faire accompagner est important, tant la complexité de ce processus peut être importante. Comment juges-tu, toi, l'accompagnement que tu as reçu avec Deloitte et comment as-tu vécu cette collaboration ? Et je le juge plutôt professionnel, sinon je ne serais pas là pour témoigner. Mais au-delà de ça, c'est un regard important pour ramener une certaine objectivité dans les débats et un professionnalisme à chaque étape de la transaction. Ce que j'ai apprécié chez Deloitte, c'est qu'il y avait l'ensemble des compétences à disposition en interne et donc tant sur le plan fiscal que sur le plan social, tout ça a pu être considérablement étudié au moment de la due diligence et donc quand il y a eu des points importants qui devaient être soulevés, c'était mis au grand jour et donc à ce moment-là on pouvait être alerté sur tel ou tel aspect. Donc ça me paraît essentiel, en tout cas, si c'était à refaire, je le ferais de la même manière. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Simon, et merci pour ta participation aujourd'hui. Avec plaisir, merci Pierre-Yves.